Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers élèves. Bonsoir chers collègues. Nous revoilà aujourd'hui à une synthèse sur les sciences, plus précisément sur les sciences de la vie et de la terre, dont le thème d'aujourd'hui est sur l'hérédité. Avant de commencer, nous avons le plaisir de toujours remercier notre très chère présente Maïmouna Leye Diakhaté. Remercier aussi la coordinatrice des activités, à savoir Aïssatou Ndiaye, qui ne ménage aucun effort pour la réussite de ces synthèses. Nous remercions aussi notre partenaire, notre ami Amina Diagne de Minapro, qui nous a donné sa licence pour pouvoir réaliser ces synthèses et à qui nous disons merci beaucoup. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un formateur, un professeur d'SVT chevronné et et qui veut aujourd'hui partager ses expériences avec les élèves afin de pouvoir bénéficier d'une bonne session. Donc, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Cheikh Samb, professeur d'SVT et formateur depuis CRFP de Kolda. Et nous lui disons bonne arrivée et à vous, M. Cheikh Samb. Merci Kanodou, merci ces hommes de façon générale, à Aïssatou, Norman Mané, qui sont présents dans la salle, ainsi que tous les élèves et les collègues également qui sont en train de suivre donc cette synthèse. Bon, aujourd'hui, bon, à la suite des synthèses qui ont été faites, notamment en arabe, en anglais et en français, aujourd'hui, c'est autour donc des sciences, particulièrement donc SVT, donc de pouvoir partager avec les élèves des notions donc autour de l'hérédité. Il s'agira donc de voir l'étude de la transmission des caractères héréditaires. Bon, c'est un chapitre très important en terminale S. Les élèves parfois butent sur la résolution d'exercices qui traitent de cela. Il faut d'emblée comprendre que la reproduction sexuée et l'hérédité sont intimement liées. Donc, la reproduction sexuée, par le brassage des gènes qui est assuré par la méiose et la fécondation, crée au sein d'une espèce des différences entre les individus. Chaque individu ainsi est défini par des caractères. Les caractères peuvent être des caractères morphologiques, ça peut être des caractères physiologiques, etc. Et ces caractères maintenant sont pour la héréditaire et gouvernés par des gènes. Maintenant, l'hérédité, c'est quoi? C'est la science, bon, c'est pas la science, c'est la transmission des caractères déterminés génétiquement d'un être vivant à ses descendants. Et maintenant, la génétique, c'est la science maintenant qui traite de l'hérédité. Bon, la génétique, quasiment, c'est à partir des travaux de Mendel, ou à l'issue desquels on a eu à énoncer donc, les lois, donc sur lesquelles nous reviendrons. Maintenant, on va se poser maintenant des questions. Quelles sont les principales lois qui permettent d'expliquer la transmission des caractères héréditaires? Ça, c'est important. Maintenant, également, est-ce qu'il y a des exceptions à ces lois de Mendel? Maintenant, également, est-il possible de prévoir, en tenant compte des lois de Mendel, la répartition des caractères héréditaires au sein d'une descendance et d'une génération à une autre? Ceci dit, donc, nous allons entrer en plein dans cette synthèse. Il s'agit donc d'explorer les principes fondamentaux de la transmission des caractères héréditaires, mais également de présenter quelques méthodes d'étude de la génétique et des lois de Mendel. Voilà. D'emblée, on peut s'interroger sur ce que c'est une lignée pure. La lignée pure, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus nés les uns des autres, de parents communs qui sont homozygotes. On parle de race pure animale, mais de variété pure végétale. Donc, comment isoler une lignée pure? On procède par autopollinisation, donc pour les végétaux. C'est-à-dire, au niveau donc, de la plante, il faut savoir que les plantes, les plantes à fleurs, la fécondation, la pollinisation peut se faire de manière croisée, par le vent, par l'eau, les oiseaux, etc. Ici, il s'agit pour une seule même plante
les mêmes fleurs, une fleur donc, va féconder, donc, disons, la même fleur. Donc, les grains de pollen d'une fleur vont féconder des ovules de la même fleur. Ou par élevage consanguin pour les animaux. On suit sur plusieurs générations maintenant la constance du caractère étudié. Si le caractère reste identique sur plusieurs générations, là, on peut dire qu'on a une ligne pure pour ce caractère-là. Le croisement. Bon, le croisement, comme son nom l'indique, on croise, donc on réalise une fécondation croisée entre des individus de lignées différentes. Et maintenant, selon le type de croisement, selon donc le nombre de caractères étudiés, on a ce qu'on appelle le monohybridisme. Lorsque l'étude s'intéresse à la transmission d'un seul caractère. Le dihybridisme, si véritablement l'étude porte sur deux caractères héréditaires, et le polyhybridisme, si on s'intéresse à plusieurs caractères héréditaires. Maintenant, par rapport aux méthodes d'étude, donc l'analyse des résultats, il est bon ici de s'attarder sur les méthodes statistiques. Compte tenu donc du grand nombre d'individus qu'on va avoir, donc on va procéder à des analyses de résultats qui vont donc reposer sur des méthodes statistiques. Et là, ça nous permettra de voir est-ce que les lois de Mendel ont été plus ou moins vérifiées. Donc, de vérifier la validité des lois de Mendel et comprendre également les proportions qui ont été observées dans la descendance. Maintenant, pour le cas spécifique du monohybridisme, c'est quoi? On l'a dit d'emblée, c'est l'étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire qui a été déterminé par l'expression d'un gène entre deux individus de lignée pure. Donc, quand on dit gène, c'est qu'on s'intéresse à un couple d'allèles. Et donc, un gène existe sous deux versions. Ces versions-là, on les appelle allèles. On a un allèle qui se présente sur le chromosome paternel, l'autre, par exemple, sur le chromosome maternel. Donc, le monohybridisme, maintenant, se résume à la transmission d'un couple d'allèles. Donc, c'est un gène, mais comme un gène est représenté par deux couples d'allèles, donc c'est la transmission d'un couple d'allèles. Donc, il peut être autosomal lorsque l'allèle ou les allèles sont portés par un autosome, c'est-à-dire les chromosomes non sexuels, ou gonosomal lorsque les allèles maintenant ont été portés par des chromosomes sexuels. Donc, on dira XX le plus souvent chez le mâle, et XX chez la femelle et XY chez le mâle. Maintenant, le monohybridisme autosomal se produit lorsque les allèles du gène étudié sont portés par un autosome. Donc, ça a été dit tout à l'heure. Donc, on a maintenant un monohybridisme avec dominance lorsque un allèle masque l'expression de l'autre. Donc, celui qui masque, il est dit dominant, celui qui est masqué, il est dit récessif. Il peut arriver que les deux allèles s'expriment simultanément. Donc là, on parle de phénotype intermédiaire ou de codominance. Il existe également un monohybridisme avec gène létal. C'est lorsque la présence de certains allèles à l'état homozygote entraîne la mort de l'individu. Donc, on y reviendra. Et maintenant, pour ce qui est du principe de la dominance, donc un allèle est dit dominant, masque complètement l'expression d'un autre allèle dit récessif chez l'individu hétérozygote. Et la première génération filiale, qu'on appelle F1, issue du croisement de deux lignées pures et uniformes. Ça, on reviendra par rapport donc à la première loi de Mendel. On va donc exprimer ce qu'on appelle le phénotype dominant. Et la deuxième génération filiale, F2, issue du croisement des individus de la F1, entre eux, présente une ségrégation des phénotypes dans une proportion de 3-1. Donc, on dit 3 quarts de phénotype dominant et 1 quart de phénotype récessif. Et maintenant, pour illustrer cela, on va faire un petit exercice. Ici, il s'agira donc, dans cet exercice, de croiser des souris grises de race pure avec des souris blanches également de race pure. Tout à l'heure, on a vu ce que c'est qu'une race pure. Comment peut-on s'assurer de la pureté des races? Bon, tout à l'heure également, on l'a vu. Donc, c'est lorsqu'on les croise sur plusieurs générations et qu'on observe le même caractère sur plusieurs générations, on va dire que donc les parents sont de race pure. Maintenant, on a vu que toutes les souris obtenues sont grises. Que peut-on en conclure? Donc là, comme on a obtenu la F1 que des souris grises, donc on peut en conclure que la première loi de Mendel est respectée. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle l'uniformité des hybrides de la F1. Ces souris-là, on les appelle des hybrides. Des hybrides.
Maintenant, on croise ces souris, entre elles, ces souris grises, c'est-à-dire ces hybrides-là, de la F1. Quels seront les résultats statistiques de ce croisement? Et on voit maintenant que donc, les résultats statistiques vont former maintenant ce qu'on appelle la F2, c'est-à-dire la deuxième génération. Maintenant, une souris grise s'est échappée d'une case et récupérée quelques temps après. La souris, elle est grise. On connaît son phénotype, mais on ne connaît pas son génotype. Maintenant, là, on se pose la question, comment peut-on savoir si cette souris maintenant, qui est grise, est hybride ou de race pure? Là, on va maintenant faire ce qu'on appelle un test. Donc maintenant, pour ce qui est de la question 3, qui traite maintenant de l'obtention de la F2, où on a croisé les hybrides de la F1 entre eux. On a vu que quand on les a croisés, on a obtenu à la F2, la deuxième génération, 3 quarts de souris euh, grises et 1 quart de souris blanches. Donc, l'échiquier de croisement permet donc d'obtenir ça. Donc, on a l'hybride qui va donner deux allures, le G et le B. Le G étant dominant par rapport au B. Donc, on va, au niveau de l'échiquier, obtenir, si vous comptez, on a GG, donc c'est le phénotype G. GB, c'est toujours le phénotype G parce que G dominant D. Ensuite, on a encore GB, donc toujours phénotype G. Donc, si vous comptez, on a 3G sur 4, ça nous fait 3 quarts. Et maintenant, le BB, ça va donner le phénotype B. Ça nous fait 1 sur 4, donc 1 quart. Donc, si on résume, on a 3 quarts de souris grises et 1 quart de souris blanche. Donc, c'est ça les résultats de la F2. 3 quarts de G, 1 quart de B. Maintenant, la question 4, par rapport au test, c'est-à-dire à la souris qui s'est échappée et dont on n'est pas sûr du génotype, mais dont on connaît le phénotype, il va falloir faire ce qu'on appelle un test cross. Donc, ça consiste à croiser l'individu à tester, c'est-à-dire la souris grise là, le phénotype G, dont le génotype maintenant n'est pas connu, avec un individu maintenant qui est homozygote récessif. Cet individu homozygote récessif, il est de génotype BB. Il ne peut donner que l'allèle B. Maintenant, si on obtient 100% de souris grises, cela signifie que la souris testée est de race pure. Donc, il est de génotype GG. Maintenant, si on obtient 50% de souris grises et 50% de souris blanches, ça veut dire que la souris testée, elle est hybride. Voilà. Donc, pourquoi? Maintenant, en fonction maintenant des pourcentages, des proportions qui ont été obtenues. Donc, voilà le test cross qui permet donc de pouvoir vérifier le génotype donc, d'une souris, donc d'un hybride de façon générale. Maintenant, le test cross, c'est quoi? C'est un croisement génétique utilisé pour déterminer le génotype d'un individu présentant un phénotype dominant. Tout à l'heure, on a vu la souris grise. Gris domine B, c'est-à-dire gris domine blanc. Maintenant, ce qu'on ne connaît pas, c'est son génotype. Donc, il a fallu faire maintenant ce qu'on appelle un test cross avec une souris récessive, donc BB. Et là, en fonction maintenant des proportions, on pourra dire est-ce que c'est une race pure ou c'est une hybride. Maintenant, la méthodologie, l'individu au phénotype dominant a testé et croisé avec un individu présentant le phénotype récessif. L'individu récessif, il est obligatoirement homozygote récessif. Donc, dans ce cas-là, c'est le BB. Donc, l'analyse de la descendance qu'on obtient ici, F'2, permet de déduire le génotype de l'individu testé. Bon, il faut comprendre que back-cross et test-cross, c'est quasiment presque plus ou moins la même chose. Sauf que back-cross, c'est lorsque maintenant, ici, le testeur est un parent. Mais maintenant, le monoïsme sans dominance cette fois-ci maintenant. Ici, vous voyez que dans ce type de monohybridisme, aucun allèle ne domine complètement l'autre. C'est-à-dire que les deux allèles s'expriment simultanément. On parle de codominance. Et donc, le phénotype qui sera obtenu est un phénotype intermédiaire entre les parents. C'est pour cela qu'on parle de dominance intermédiaire. Et là, les proportions, à la F1, on va obtenir une F1 uniforme. C'est toujours par rapport à la première loi de Mendel. Tous les individus sont identiques. Les individus sont identiques entre eux, mais les individus vont développer un phénotype qui est intermédiaire par rapport aux parents.
Tout à l'heure, dans le cas du monohybride avec dominance, on a vu qu'on avait des souris grises croisées avec des souris blanches. Et on a obtenu en F1 que des souris grises. Ici, par exemple, si on croise des parents, le phénotype qu'on va obtenir ne sera pas le phénotype d'un des parents, mais il sera un phénotype intermédiaire entre les deux parents. C'est ça le principe du monohybridisme sans dominance. Et donc, à la deuxième génération maintenant, les résultats qu'on va obtenir, ce sont des proportions de 1 quart d'un phénotype parental, 1 quart d'un autre phénotype parental et 1 demi du phénotype intermédiaire codominant. Voilà les proportions qu'on obtient dans le cas d'un monohybridisme sans dominance à la F2. Et donc, ici, le phénotype va permettre de connaître directement le génotype de l'individu. Parce que si vous avez un phénotype intermédiaire, c'est un hybride. Et si vous avez maintenant, comment dire, par exemple, des homozygotes, ça veut dire que c'est des lignes pures. Voilà, maintenant ici, pour illustrer cela, on va faire un peu d'exercice. Ici, il s'agit de croiser des radis. Donc, on a d'abord différents types de radis. Les radis peuvent être longs, ils peuvent être ronds, ils peuvent être ovales. On croise des plantes à radis longs et des plantes à radis ovales. On obtient 159 plantes à radis longs et 156 radis ovales. Donc, si vous regardez, c'est quasiment les mêmes proportions. 159, 156, c'est plus ou moins la même chose. Mais qu'est-ce qu'il a fallu croiser? Long et ovale. C'est ça qu'on a croisé pour obtenir le même phénotype rond, long et ovale. Maintenant, ça c'est un premier croisement. Le second croisement ici maintenant, c'est des plantes à radis rond cette fois-ci et plantes à radis ovale qui donnent 199 plantes à radis rond et 203 plantes à radis ovale. Donc, si vous regardez également, c'est plus ou moins les mêmes proportions. 299, c'est presque 200. 203, donc c'est les mêmes proportions. Maintenant, deux autres types de croisements ont été pratiqués. Cette fois-ci, on prend les longs croisés avec des ronds et on obtient 576 plantes à radis ovale. Et donc, si vous regardez bien, on a le long et le rond. On les croise, on obtient ovale. Vous voyez, long et rond, et on obtient ovale. Ça veut dire que donc, si vous regardez de près, c'est comme s'il y a un phénotype intermédiaire qui s'est introduit, c'est l'ovale. Voilà. Et donc, l'autre entre plantes maintenant à radis ovale a donné 121 plantes à radis long, 243 plantes à radis ovale et 119 plantes à radis. Donc ici, si vous regardez, on pose la première question, combien de caractères étudie-t-on? Bon, si vous regardez, on s'intéresse ici à la forme des radis. Les radis peuvent être ronds, longs ou ovales. Donc ici, on s'intéresse à un seul caractère, donc on est dans le cas du monohybridisme. Maintenant, il s'agit maintenant d'analyser et d'interpréter les résultats de ce qu'on a vu ici. Et maintenant, on se pose la question, est-il utile de procéder à des expériences complémentaires pour déterminer la constitution génotypique des individus de la F2? Les individus de la F2, c'est ce qu'on a obtenu tout à l'heure. C'est-à-dire, on a le long, le ovale et le rond. Donc maintenant, si vous regardez, au niveau donc de la question numéro 2, lorsqu'on a croisé les plantes à radio ovale, entre elles, en F2, on a obtenu 25% de plantes à radio long, 50%, c'est-à-dire les 1,5 radio ovale, et ensuite 1 quart radio ovale. Donc si vous regardez ces proportions-là, de 1 quart, 1,5, 1 quart sont caractéristiques d'un monohybridisme sans dominance. À la F2, c'est ça qu'on doit obtenir. Et maintenant, ce qui a fait qu'on a obtenu donc ce résultat-là en F1, n'oubliez pas qu'on a croisé le long et le rond pour obtenir ovale. Donc ovale, ce sont les hybrides de la F1 qu'on a croisés entre eux pour obtenir ces résultats-là, F2. Et maintenant, ce qui permet de vérifier ça,
c'est l'échiquier de croisement. Les ovales, ils sont de génotype LR. Donc, ils vont donner 2 allèles. Mais les allèles, si vous regardez bien, on les a écrits en majuscule. C'est pour montrer qu'il n'y a pas un allèle qui domine sur l'autre. Tous les deux s'expriment de la même manière. Donc, ils sont codominants. C'est pour cela qu'on les a représentés avec la lettre majuscule. L, R. L majuscule, R majuscule. Et donc, chaque F1, donc gamète L, R, ce qui fait que donc on aura L, L, avec donc le phénotype L, LR phénotype toujours, pardon, phénotype ovale, LR phénotype ovale et RR phénotype rond. Ce qui fait que donc on a un long sur 4, ça nous fait un quart, un rond sur 4, ça nous fait un quart, et 2 ovales sur 4, ça fait un demi. Donc on a les proportions un quart, un demi, un quart. Et donc, la question maintenant, est-ce qu'il est utile de faire un test cross? Dans le cas d'un codominant, ce n'est pas la peine, parce que le phénotype révèle traitement le génotype. Celui qui est ovale, il est hybride. Celui qui est, par exemple, L, par exemple, lui, il est de race pure. Celui qui est RR, également, il est de race pure. Maintenant, le monoïsme maintenant avec gène létal. Ici, on l'a vu également tantôt. Et ici, dans le cas d'un gène létal, lorsqu'il y a gène létal, ça veut dire que c'est un gène dont l'expression à l'état homozygote va entraîner la mort de l'organisme avant qu'il n'atteigne l'âge de la reproduction. Donc, cela va modifier les proportions phénotypiques et génotypiques attendues dans la descendance. On avait dit tout à l'heure, dans le cas de monohybridisme avec dominance, les résultats de la F2, c'est 3 quarts du phénotype dominant et 1 quart du phénotype récessif. Ici, ce ne sera pas le cas. On ne va pas obtenir ce résultat-là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'individu à l'état homozygote dominant là, lui, qui ne sera pas viable. Donc, on ne va pas le compter. Ce qui fait que les proportions de 3 quarts, 1 quart, qui sont attendues en F2, ces proportions-là vont être modifiées. Et ici, on aura maintenant une autre proportion ou d'autres proportions, la proportion 2 tiers et 1 tiers. Pourquoi? Parce qu'un des individus aura disparu. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, la présence de non éclos ou de descendants non viables est un indice de gènes létaux. Le fait d'avoir dans une descendance, par exemple, des œufs qui n'ont pas éclos ou des descendants qui ne sont pas viables, donc ça, c'est des indices qu'il y a un gène létal. Bon, maintenant, ça, c'est un exercice qui a été donné dans le cadre du bac, je pense que c'est en bac 2011. Donc, on a des canaris de type sauvage qui ont un plumage verdâtre avec du noir sur les ailes et la queue. On connaît aujourd'hui chez les canaris une grande variété de plumage, résultant de mutations. Maintenant, selon l'aspect du plumage, les canaris peuvent être dorés ou argentés. Et ici, maintenant, voici le croisement. Ça, c'était l'introduction. On croise maintenant des canaris argentés entre eux et on obtient 2 tiers de canaris argentés et 1 tiers de canaris dorés. Le fait d'avoir des canaris dorés alors qu'on a croisé des argentés signifie que le doré était dans les argentés, mais était masqué. Ce qui suppose donc que sûrement les argentés sont des hybrides. Et donc, le croisement, maintenant, de canaris, on remarque que certains œufs ne parviennent pas à l'éclosion. C'est normal, parce qu'on a 2 tiers et 1 tiers, alors qu'on devait avoir 3 quarts, 1 quart. Ça veut dire que donc, il y a des canaris argentins qui ne sont pas nés. Le croisement de canaris maintenant doré et de canaris argentés. Doré, si vous regardez bien, ça veut dire que doré est récessif par rapport à argenté. Donne maintenant 50% de canaris argentins et 50% de canaris dorés. Maintenant, comment on peut expliquer ces résultats-là? Si vous regardez bien, le caractère argenté, on l'a dit tout à l'heure, il est dominant. Et le caractère doré, il est récessif. Et donc, là, le responsable du caractère argenté est létal à l'état homozygote. Ce qui explique que les œufs non éclos et les proportions modifiées. Et maintenant, donc,
si vous regardez, lors du premier croisement, où on a croisé les argentés entre eux, argentés, donc de phénotype A et de génotype AD, on voit que on a les argentés. Donc ici, on a le phénotype A, génotype AA. On a deux AD, génotype AD, qui sont des phénotypes donc argentés, et maintenant le D. Donc on a, si vous regardez bien, on a donc 3 quarts de argenté et 1 quart de doré. Sauf que le 1 quart là de argenté à l'état homozygote n'est pas viable. Donc on ne va pas le compter. Ce qui fait que donc on va s'intéresser simplement aux 3. Donc on a donc 2 AD sur 3 et 1 DD sur 3. Ce qui fait donc 2 tiers de A et 1 tiers de D. Ce qui donc, justifie donc le fait que donc, le AA n'est pas, pas né, donc non viable. Donc, on a 2 tiers de phénotype A et 1 tiers de phénotype, de phénotype D. Donc, ça traduit effectivement qu'il y a un gène de table. Et maintenant, pour le deuxième croisement ici, où on a croisé des canaris argentés AD avec des canaris dorés. Donc, les hybrides avec des phénotypes récessifs D. Là, qu'est-ce qu'on obtient? 50%, 50%. Ça peut se comprendre. Parce que le canadi argentin va donner 2 allèles, l'allèle A et l'allèle D. Alors que le canadi d'Europe va donner un seul allèle, l'allèle D. Ce qui fait qu'on aura donc 50% de phénotypes argentés et 50% de phénotypes dorés. Et maintenant, le monohybridisme maintenant gonosomal. Le monohybridisme gonosomal, là, tout à l'heure, on a vu le monohybridisme autosomal. Donc, c'est-à-dire que les allèles sont portés par les chromosomes non sexuels, c'est-à-dire les autosomes. Ici, maintenant, c'est lorsque les allèles sont portés par les chromosomes sexuels, c'est-à-dire les gonosomes. Donc, ça concerne la transmission de caractères dont les allèles sont portés par les chromosomes sexuels, les gonosomes. Maintenant, ce qui permet de vous mettre sur la voie, c'est lorsque vous voyez que les résultats du premier croisement diffèrent des résultats du deuxième croisement, c'est-à-dire du croisement réciproque. On a pris, par exemple, A, B, qu'on a croisé, on obtient un résultat. On prend B et A, on les croise, on obtient un résultat différent. Donc là, si on l'a, ça donne un indice qu'il y a une hérédité liée au sexe. Maintenant, chez la plupart des êtres vivants, la femelle est homogamétique XX. Le mâle, il est hétérogamétique XY. Maintenant, chez certaines espèces, notamment les papillons, les oiseaux, la femelle maintenant, dans ce cas, est hétérogamétique. Il est noté ZW. Et le mâle, ZZ. Donc ça, il faut bien retenir. Pour que quand vous avez ce genre d'exercice, que vous vous rappelez de cela. Mais maintenant, pour illustrer ça, on fait une petite application. On croise un coq. Regardez bien, le mot est important. Coq blanc avec une poule rouge. Donc, un mâle croisé avec une femelle. Tous les poussins issus de ce croisement sont blancs. Vous voyez le premier résultat. Ça, c'est le premier croisement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On croise par ailleurs maintenant un coq rouge cette fois-ci avec une poule blanche. C'est-à-dire donc on fait ce qu'on appelle le croisement réciproque. On change. On obtient dans ce cas un résultat différent. Ici, tous les individus ne sont pas blancs, mais on obtient 50% de blanc et 50% de rouge. Donc, vous voyez que les résultats ne sont pas les mêmes lorsqu'on fait un croisement et sont réciproques. Donc, dans ce cas, on peut, sans se tromper, dire que l'hérédité est liée au sexe. Et donc, pour donner le génotype, comme on a des oiseaux, il va falloir utiliser les ZZ et les ZW. Et voilà, maintenant, il s'agit d'un cas de monohybridisme. Le fait que les résultats du premier croisement soient différents de ceux du croisement réciproque indique qu'il y a une hérédité liée au sexe. Maintenant, l'allèle blanc, comme on a croisé et on a obtenu 100% de blanc, ici, le blanc domine le rouge. Et que le blanc, maintenant,
et l'allèle blanc et l'allèle R sont portés par des chromosomes Z. Et donc, on aura le premier croisement où on a croisé le coq blanc. N'oubliez pas qu'on avait dit que ici, pour les mâles, on a ZZ. Et pour les femelles, on a ZW. Et donc, on fait porter au Z les allèles. Donc, on a le coq blanc, il sera donc ZB, ZB. Et maintenant, pour la poule rouge, sera Z petit r, W. Le coq blanc va donner un seul allèle, ZB. Et maintenant, la poule va en donner deux. Et donc, n'empêche, on aura le ZB qui va aller avec le ZR, ça va donner que des mâles de phénotype blanc. Et le ZB va aller avec le W, ça va donner ZBW, donc des femelles blanches. Donc ici, on regarde, on voit qu'on a le premier croisement, 100% de poussins blancs. Alors que maintenant, lorsqu'on change, on prend le coq rouge qui sera maintenant Z petit r croisé avec la femelle, la poule blanche, donc Z grand B W, on va voir que le coq va donner toujours ici un seul, donc ZR, tandis que la poule en a donné deux. Donc on va avoir le ZR et le ZB, ça veut dire qu'on a des poussins ici blancs, mâles blancs. Alors que le ZR et le W va donner donc des poussins femelles rouges. Donc, vous voyez que les résultats ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que, donc, ça montre effectivement que ce qu'on avait dit tout à l'heure, que le croisement réciproque, lorsque les résultats diffèrent, donc, on a une hérédité qui est liée au sexe. Maintenant, ça, c'était par rapport au monohybridisme. Donc, on a vu dans le cas du monohybridisme, le monohybridisme autosomal, avec donc le monohybridisme également avec gène létal, le monohybridisme avec dominance, le monohybridisme avec codominance, et ici, on a ici un monohybridisme chromosomal. Maintenant, dans le cas du dihybridisme, comme son nom l'indique, c'est lorsqu'on s'intéresse à la transmission de deux gènes ou de deux couples d'allèles, responsables chacun d'un caractère. Et là, on verra que lorsque on a un hybridisme avec gènes indépendants, dans ce cas, les deux couples d'allèles sont situés sur deux paires de chromosomes. Exemple, pour un couple d'allèles, grand A, petit a, grand B, petit b, on peut avoir comme génotype grand A sur petit a et grand B sur petit b. Voilà comment on écrit le génotype dans le cas du dihybridisme avec gènes indépendants. Maintenant, lorsque les gènes sont liés, les deux couples d'allèles sont situés sur une même paire de chromosomes. On va avoir le A et le B qui sont liés, qui sont donc sur le même chromosome. Le petit a et le B qui sont liés, qui sont également sur le même paire de chromosomes. Regardez bien les écritures, il y a une différence. Au niveau des gènes indépendants, on a une séparation, alors qu'au niveau on a une fraction complète. Donc la ligne, elle est continue. Alors que là-bas, dans le premier cas, on a une ligne discontinue. On a grand A sur petit a et grand B sur petit b. Donc il faut, c'est l'écriture génotypique, il faut la respecter. Et maintenant, principe maintenant des gènes indépendants. Dans le cas de dihybridisme, les deux couples d'allèles sont situés sur deux paires de chromosomes, comme on l'a montré tout à l'heure. Cela signifie que la transmission d'un caractère est indépendante de la transmission de l'autre. C'est très important. Vous allez voir ça avec surtout lorsque vous allez faire l'échiquier de croisement. Les allèles, maintenant, conséquence de l'ordre de Mendel, les allèles se répartissent de manière indépendante dans les gamètes lors de la méiose. Ça, on le sait, lorsqu'on a étudié la reproduction. C'est la troisième loi de Mendel qui parle de la loi de ségrégation indépendante des allèles. Et c'est visible surtout lorsque vous avez un F2 de dihybridisme avec gène indépendant. Et là, les résultats qui sont attendus sont de 9, 3, 3 et 1, c'est-à-dire de 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. Chaque parent hybride qui est double hétérozygote aura produit 4 types de gamètes dans des proportions égales. 25% chacun. Donc un quart, un quart, un quart, un quart. Exemple, on étudie chez le lupin la transmission de deux couples d'allèles. Ici, on s'intéresse à la couleur des fleurs
qui peut être, par exemple, jaune ou blanche, et la déhiscence des gousses, ouverture ou indéhiscence non ouverture. Le premier croisement, on les plantes à fleurs jaunes et gousses déhiscentes avec des plantes à fleurs blanches et gousses indéhiscentes. On voit que les graines obtenues donnent toutes des plantes à fleurs jaunes et gousses déhiscentes. Donc, si vous regardez bien, il y a le caractère, le phénotype jaune et le phénotype déhiscent qui apparaissent à la première génération, à la F1. Donc, on peut ici dire sans se tromper que jaune va être dominant par rapport à blanc. Donc, jaune, l'allèle dominant, et déhiscent et l'allèle dominant également par rapport donc à indéhiscent. Et maintenant, le deuxième croisement, où on a croisé maintenant les plantes jaunes et gousses déhiscentes. Entre elles, on obtient ça va donner le résultat de la F2. Maintenant, le deuxième croisement ici donne un test cross, c'est-à-dire on a croisé les plantes issues de la génération F1, donc les hybrides de la F1, avec des plantes à fleurs blanches et gousses indéhiscentes. On a vu que blanc et indéhiscentes sont des récessifs, des allèles récessifs. Donc ici, on a fait ce qu'on appelle un test cross. Et là, quand on l'a fait, on a vu les résultats qu'on a obtenus 135, 138, 140, 133. Donc, c'est des valeurs plus ou moins similaires. Donc, ça dénote des 25% dont on disait 25%, 25%, 25%, ou si vous préférez un quart, un quart, un quart. Donc, là, si on obtient ces résultats-là, ça présente donc d'un test cross, des résultats d'un test cross. Donc, ici, on va s'intéresser directement au deuxième croisement, qui est le test cross, où on a croisé donc les gènes de la F1 avec le parent double récessif. Et on voit que les proportions observées, notamment un quart de chaque phénotype, confirment que les gènes sont indépendants et que la femelle est double hétérozygote. Donc la femelle a fourni 4 types de gamètes. Et si vous regardez, les parents F1, si vous préférez, les hybrides de la F1, sont de génotype JD-DI, donc le phénotype JD. Et le parent double récessif BD-BI, donc le phénotype BI. Donc lui, il ne peut donner que l'allèle que BI. Alors que les gamètes BI, alors que ici, les hybrides de la F1 vont donner 4 types de gamètes. On peut avoir le JD, proportion 25%. On peut avoir le JI, proportion 25%. On peut avoir le BD, 25%. Et le BI, 25%. Ce sont maintenant ces gamètes-là qui vont se combiner avec donc, les BI pour donner ces résultats que vous voyez là. Donc 25% de JD, 25% de JI, 25% de BD et 25% de BI. Ces résultats donc, sont conformes aux données de l'exil qui confirment effectivement qu'il y a une indépendance des caractères, des gènes, des allèles. Maintenant, ici, on s'intéresse, tout à l'heure, on a étudié le division avec des gènes indépendants. Là, maintenant, on a les deux, dominance et codominance. Et là, vous voyez, on va croiser deux hibiscus de race pure, différents par plusieurs caractères. Les hybrides de la F1 croisés entre eux fournissent en F2 la descendance suivante. Regardez bien. On a 82 plantes, corolle ouverte, fleur rouge, 165 corolle ouverte, rouge, 81 corolle ouverte, fleur blanche. Bon, là, si vous regardez bien, c'est les couleurs ouvertes. Ce qui suit, les trois suivants, c'est fermé. Donc, fermé, fleur rouge, fermé, fleur rose, fermé, fleur. Donc, si on s'intéresse, on demande d'interpréter les résultats obtenus. Donc, ici, on sait qu'on est dans le cas, regardez bien, on a, pour les fleurs rouges, si on prend les couleurs, on peut s'intéresser à la couleur, mais également au corolles. Là, quand on voit, par exemple, à la couleur de la fleur, les proportions qu'on a obtenues en F2, c'est un quart,
de rouge, un quart de rose et un quart de blanc. Si vous regardez bien, on a rouge, donc 82 plantes rouges, 28 rouges. On a 165 roses, 81 roses. On a 81 blanches, 21 blanches. Donc, si on prend les rouges entre eux, les roses entre eux, les blanches entre eux, ça va nous amener vers les proportions de ça. Un quart de rouge, un demi de rose et un quart de blanc. Et ces résultats-là montrent que ici, on a un monohybridisme sans dominance. Ça, on l'avait vu antérieurement. Donc, ici, les allèles rouge et blanc sont codominants. On les écrit avec les lettres majuscules. Et donc, la F1, les hybrides de la F1 sont de phénotype rose. Les roses ont de phénotype RB. Maintenant, quand on s'intéresse à l'ouverture de la fleur, là, l'ouverture, c'est par rapport donc au couronne. Donc, vous voyez, on a ouvert et fermé. Donc, si on compte ouvert, donc on a 82, 165, 81. Ça, c'est les ouverts. Et les fermés maintenant, c'est 28, 81, 21. Si on fait la somme, on va voir que les ouverts font quasiment presque 3 quarts et un quart de fermé. Donc ça, si on regarde, c'est un monohybridisme avec dominance. Donc ici, dans cet exercice, on a donc deux monohybridismes. Un monohybridisme sans dominance et un monohybridisme avec dominance. Et dans le cas du monohybridisme avec dominance, on a l'allèle maintenant ouvert qui sera matérialisé par la lettre grand O, parce que dominant, et l'allèle fermé petit f. Donc ici, on a codominance à côté et dominance. Ce qui fait que donc, si on veut écrire les génotypes des parents, qu'est-ce qu'on a croisé? Rouge ouverte et blanc fermé. On peut avoir donc quoi? Les parents qui sont donc rouge sur rouge, ouvert sur ouvert. Ou blanc sur fermé, blanc sur fermé. Donc le parent 1 est rouge ouvert et le parent 2 blanc fermé. Et donc quand on les croise, on obtient donc les résultats qu'on a donc décrits tout à l'heure. Et maintenant, pour les génotypes maintenant et les phénotypes de la F1, donc les génotypes des hybrides de la F1 vont avoir quoi? Regardez bien, parent F1, parent 1 et parent 2, rouge ouverte, blanc fermé. On a dit que le rouge et le blanc sont codominants. Donc, on va avoir un R sur B. Et maintenant, le ouvert domine le fermé. On va avoir un O sur F. Ce qui fait que donc, à la F1, les individus-là ont le phénotype rose ouvert. Pourquoi rose ouvert? On a dit que le R sur B, ça signifie rose, mais le ouvert sur fermé, c'est toujours ouvert, parce que ouvert dominant fermé. Donc, ils vont présenter le phénotype rose et ouvert. Donc, si on croise maintenant les F1 entre eux, c'est-à-dire les ouverts fermés, voilà ce qu'on va obtenir. Regardez bien, R sur B, O sur F, ça c'est le génotype de la F1. Quand on les croise entre eux, donc on va avoir les gamètes de la R, on va avoir RO, RF, BO. Il y a ségrégation indépendante des élèves. Donc BF. Donc RO, RF, BO, BF. Donc, fait que donc, si vous regardez les proportions, donc on va avoir des RO, des roses ouverts, des roses fermées, des blancs fermés, etc. Et donc, on peut observer que les plantes F2 à fleurs roses et corolles ouvertes peuvent être de deux génotypes. Et donc, voici les génotypes qui ont été présentés. Ils sont roses ouverts. Donc là, c'est quasiment presque des donc rose et ouvert ici, avec ouvert qui, là, ici, il y a une, à l'état homozygeux pour la lèvre. Comment dire là, rose ouvert, avec donc la présence de la lèvre récessive F. Exemple maintenant de déiris avec l'un des gènes liés au sexe et l'autre autosomal. Donc, on est en train de parcourir des types d'exercices qu'on peut rencontrer souvent donc, à l'examen. C'est vrai que ce ne sera pas exhaustif, mais quand même, bon, le fait de les rencontrer peut vous aider bon, à pouvoir donc, résoudre des exercices auxquels peut-être vous serez confrontés quand on vous donne ce genre d'exercices. Donc, ici maintenant, on a un cas de dihybridisme avec l'un des gènes qui est lié au sexe
et l'autre autosomal. Regardez bien, chez les pigeons, les hétérochromosomes ZW se trouvent chez la femelle. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Et les chromosomes sexuels semblables ZZ chez le mâle. On utilise pour chaque élevage 2 lignées pures de la race dite romaine. Ici, la première a un plumage bleu et l'œil de veste, c'est-à-dire gris de couleur noire. La seconde a un plumage brun et l'œil orange. Regardez bien, il effectue maintenant plusieurs croisements. Croisement 1, on prend les mâles de la première lignée avec les femelles de la deuxième lignée. Ensuite, croisement 2, les mâles de la deuxième lignée avec les femelles de la première lignée. Donc ça, si vous voyez ça, ça donne des indications tout à l'heure ce que j'ai dit. Donc, résultat, regardez bien, le croisement, 100% d'individus bleus à œil de veste. Tous les individus sont identiques. Bleu, œil de veste. Donc là également, on peut tirer une petite conclusion à partir de ces résultats-là. On réalise le croisement réciproque, le croisement 2. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on retient? 100% d'individus à œil de veste. Mais il y a une nuance, c'est que les mâles sont bleus et les femelles sont brunes. Donc, vous voyez que si vous voyez ça, ça donne des indications. On peut voir que là, on a un dividisme. Parce que c'est intéressant à deux caractères. On voit que tous les individus de la F1 sont bleus à œil de veste. Ça également, on l'a vu tout à l'heure, les résultats là, le premier croisement. On va peut-être en conclure que les parents croisés sont donc de race pure. Parce que c'est l'uniformité des individus de la F1 qui permet de dégager ces conclusions-là. Et que donc la première loi de Mendel est vérifiée. Donc en conclusion, on va dire que l'allèle bleu domine l'allèle brun et que l'œil de veste domine orange. Voilà la conclusion à laquelle on aboutit. Maintenant, autre chose, c'est que on remarque que les deux croisements, les croisements 1 et 2, c'est le croisement réciproque. Et si on a ça, ça nous met sur la voie comme quoi il y a un gène lié au sexe. Et donc, on peut constater que la couleur des yeux, ici, où tous les individus sont à œil de veste, et que pour le croisement 2, la couleur du plumage, on a 50% et 50% de mâles et de femelles, donc on peut dire que donc, pour la couleur des yeux, le gène responsable est autosomal. Tandis que pour la couleur du plumage, le gène responsable est lié au sexe. Et donc, en écrivant donc, les gènes types, on va tenir compte de ça. Pour le gène lié au sexe, pour l'écriture du gène type, on va prendre ZW. Maintenant, pour les autosomes, là, il n'y aura pas de Z, il n'y aura pas de W. Ce qui nous donne ça. Donc, quand on a fait le premier croisement, le mâle au plumage bleu, etc., là, 100%, donc, qu'est-ce que les parents voient bien? Donc, on a un mâle bleu et de veste, femelle brune, orange. Ce qui nous a donné maintenant ces résultats-là, donc 50%, 50%. Regardez bien. Voilà. Donc ici, c'est les allèles bleus là et les allèles brunes qui seront portés par les chromosomes sexuels, tandis que les autosomes d'AB seront maintenant V et V. Donc ici, on a associé, comment dire, les chromosomes sexuels et les autosomes. Donc, elle a 100% d'individus au plumage bleu à de ce qui vérifie les résultats de l'ONC. Donc, les parents croisés sont bel et bien de race pure. Et maintenant, le croisement 2, qui est le croisement réciproque, si vous regardez bien, on avait dit 50%, 100% œil de veste, mais les mâles sont bleus, tandis que les femelles sont brunes. Donc, si on fait la vérification, on peut voir ça. Bon, ici, ça a été un peu collé. C'est lié donc à la mise en forme. Mais on a surtout ici des mâles bruns et plus loin des femelles bleues. Donc, brun, orange, et là donc bleu et de veste. Et donc, regardez bien les gamètes fournis. On a ZBR et le O, et on a ici Z grand B, V et WV. Et donc, voici les résultats obtenus. Donc, on a 50% ici, 50%. 50% de quoi? 50% de mâles bleus à et de veste, ZBW.
ZDP, pardon, B. Et ici, 50% de femelles maintenant brunes, c'est-à-dire BR, et P de veste B. Donc, si vous regardez, ces résultats sont bien. Donc, ce qui permet surtout parfois de vérifier les résultats de l'énoncé. Maintenant, on va passer maintenant aux gènes liés. Mais ici, la lésion, elle est totale. On croise des drosophiles aux ailes normales et aux yeux rouges avec des drosophiles vestigiales et aux yeux bruns. Les individus obtenus en PGS ont tous des ailes normales et des yeux rouges. Que peut-on en conclure? Le croisement des femelles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns avec des mâles issus de la première génération donne une descendance constituée de quoi? 396 drosophiles aux ailes normales et yeux rouges et 411 drosophiles aux ailes vestigiales et yeux bruns. Donc, si vous regardez bien ici, les résultats, les proportions sont plus ou moins les mêmes. Ça tourne autour de 400. Donc, expliqué. Donc là, on est dans le cas d'un hybridisme. Pourquoi? Parce qu'on a deux caractères. La taille des ailes, la couleur des yeux. Maintenant, à la F1, d'après ce qu'on nous a dit ici, on a 100% d'individus donc, dont les ailes sont normales et les yeux rouges. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normal domine vestigial et que donc rouge domine brun. Qu'est-ce qu'on a réalisé tout à l'heure ici, dans le cas-là du croisement des femelles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns avec des mâles issus de la première génération? Les mâles issus de la première génération sont les hybrides. Maintenant, les femelles aux ailes vestigiales bruns, ça, c'est les individus caractère donc récessif. Ce qu'on a réalisé, c'est un test cross donc. Et on a obtenu 100% d'individus ailes normales aux yeux rouges. C'est-à-dire, c'est les phénotypes parentaux. Et vestigiales aux yeux bruns également sur d'autres phénotypes parentaux. Donc ici, on a 50% des phénotypes de chaque parent. Ce que ça montre quoi? Bon, on a deux phénotypes seulement, et ces phénotypes non recommandés. Donc ici, il n'y a pas de crossing over. Et que les gènes ici sont absolument liés. Donc quand on obtient ces résultats-là de 50% de chaque phénotype parental, on a déduit que les gènes sont absolument liés. Et quand les gènes sont absolument liés, ça va à l'encontre de la ségrégation indépendante des allèles, qui est une exception donc ici à la troisième loi de Mendel. Et donc l'allèle normal ici, le VG, va être lié à l'allèle rouge et l'allèle vestigial va être lié au blanc. Ce qui donc ils seront portés par le même chromosome et seront transmis en bloc lors de la vérification maintenant. Donc les parents, on avait dit brun et noir. Et là, on a dit vestigial, brun. Là, si vous regardez bien, on a mis une barre carrément. Ça dit que donc les deux là sont portés par le même chromosome et également en bas, c'est porté par le même chromosome. Pareillement pour l'autre côté. Donc ici, il n'y aura pas de ségrégation indépendante, mais les deux seront en même temps. Donc c'est pour cela qu'on a un chromosome avec les allèles VG plus et BR plus. Et notre chromosome avec VGBR. Ce qui fait que donc, on a 100% d'individus VG plus BR. Donc noir et comment dire, normal et rouge. Et maintenant, dans le cas des gènes liés, maintenant ici, les lésions partielles. Donc, tout à l'heure, on avait dit que à la F'2, on a 50% de chaque phénotype parental. Donc, ça, si on l'a, ça nous donne une indication comme quoi que les gènes sont liés, mais totalement. Mais cette fois-ci, on va voir une liaison partielle. Donc, on fait les croisements des femelles maintenant issues de la première génération. Tout à l'heure, on avait pris les mâles. Cette fois-ci, on a pris les femelles. Avec les mâles maintenant aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Et vous regardez les résultats là. Bon, on a 4 phénotypes. Mais si vous regardez bien, on a des phénotypes majoritaires et des phénotypes minoritaires. De 356, on avait parlé d'ailes normales, yeux rouges, ailes vestigiales, yeux bruns. Ça, c'est des phénotypes parentaux. Donc, on a des phénotypes parentaux majoritaires. Et ce qui est nouveau ici, c'est les phénotypes qu'on voit là. Ailes normales, yeux bruns. Ça, on ne l'avait pas. Ailes vestigiales, yeux rouges. Ça également, on ne l'avait pas. Ça, c'est des phénotypes nouveaux. On va les qualifier de phénotypes recombinés. Pourquoi recombinés? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle à côté de méiose sans crossing over, s'il y a méiose de crossing over. C'est que le crossing over, comment ça se passe? Avec donc parfois l'appariement des chromosomes et échange de fragments. Donc, c'est ça. Donc, le croisement entre une femelle hybride F1 et un mâle double récessif est un test d'hybridisme. Ça, on le sait.
Ici, on a 4 types de gamètes qui ont été fournis, comme on l'a vu. On peut penser que c'est une ségrégation indépendante, mais les proportions nous montrent le contraire. Parce que dans le cas d'un phénotype de ségrégation indépendante, on a 25% partout. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on a 33,68, 31,69 qui sont les phénotypes parentaux et 17 qui sont les phénotypes recombinés. Donc, ça, on a ces résultats-là. Ça montre qu'on a, lors de la formation des gamètes, il y a une méiose avec crossing over à côté d'une méiose sans crossing over. Ainsi, chez la femelle, on a 34,70% de gamètes recombinés, c'est les 17,17 plus 17 là qu'on a, et 65,37% des phénotypes non recombinés qui sont les parentaux, c'est les 33,68 plus 31,69. Donc, les gamètes sont les suivants. Et donc, voilà, donc le reste, bon, je pense que dans le cas des, quand vous exercez, vous pouvez vous évertuer à pouvoir faire le croisement de ça pour obtenir donc les résultats de la F2. La 4 c'est maintenant, définition et méthode. Bon, quand on a des gènes qui sont liés, ça peut nous amener vers ce qu'on appelle l'établissement d'une carte factorielle. Donc, c'est quoi? Donc, lorsqu'on croise, par exemple, des drosophiles femelles hétérozygotes pour les deux ailes récessives B et pour corps noir et VG pour L vestigial, avec des mâles doublement homozygotes, on voit que la descendance comprend 410 drosophiles de type sauvage, donc de phénotype dominant, 420 de phénotype muté récessif pour les deux caractères, 80 individus au corps de type sauvage et L vestigial, 90 individus au corps noir, etc. etc. Bon, maintenant, il s'agit d'expliquer ces résultats en ce qui concerne la localisation des gènes B et BG. Et sachant que le pourcentage de combinaison entre les allèles B et BW est de 45% et qu'il est de 28% pour les gènes VG et BW, établit la carte génétique donc pour les gènes B, VG et BW. Bon, d'abord, la carte factorielle, c'est quoi? Ça représente ce qu'on appelle l'ordre linéaire des gènes sur un chromosome. Donc, comment les gènes sont disposés sur un chromosome. Cette ordre linéaire-là, c'est ça qu'on appelle la carte. Donc là, pour faire ça, il faut mesurer la distance entre les gènes. Cette distance entre les gènes, elle est estimée en centimorgane. Alors, un centimorgane égale un pourcentage de recombinaison. Et donc, il faut d'abord calculer ce qu'on appelle le taux de recombinaison. Et pour calculer ça, ici, dans le cas de l'exercice, on a fait un test cross entre une femelle double hétérozygote de phénotype dominant et un mâle double homozygote. C'est le cas de l'exercice sur les gènes, sur la lésion partielle. Donc, ça va donner 4 phénotypes. On voit qu'on a 2 phénotypes parentaux majoritaires et 2 phénotypes recombinés minoritaires. Ce qui laisse supposer que la femelle double hétérozygote a fourni 4 types de gamètes. Mais ces gamètes-là, ces 4 types de gamètes ne sont pas équiprobables à un quart. Voilà. Donc, on n'est pas dans le cas d'une ségrégation indépendante. Donc, les allèles B et VG sont liés. C'est ça le constat. Pourquoi? Parce qu'en fonction des résultats qu'on a obtenus, du fait qu'on a 4 types de gamètes non équiprobables à un quart, ce qui montre que les allèles B et VG sont liés. Ce qui veut que s'ils sont liés, ça veut dire qu'ils sont situés sur un même chromosome. Et donc, lors de la gamétogenèse, c'est déroulé comme on l'appelle une méiose avec crossing over. D'abord, maintenant, pour calculer maintenant le pourcentage de recombinaison, on prend la somme des gamètes recombinées sur la somme totale des gamètes. Et donc, aussi, dans le cas de l'élection, on a vu qu'on a 170. Voilà. C'est les 80 et les 90 individus au corps de type sauvage, vestigial, 90 individus au corps noir et vestigial. Donc, c'est la somme là qui donne 90. Et maintenant, pour avoir son total, il va falloir 410 plus 420 plus 80 plus 90. C'est ça le total. Et donc, on va avoir 170 sur 1000 patients, ça nous fait 17%. Donc, on sait que 17%, on aura donc 17 centimorganes. Donc, entre les allèles B, G, la distance est de 17 centimorganes. Donc, voilà. Maintenant, étant donné que la distance entre B et V est de 17 centimorganes, et considérant les données de l'exercice, n'oubliez pas qu'on nous avait dit que dans l'exercice,
voilà, que les allèles B et BW, 45%, donc 45 centimorgane, et que pour les allèles BG et BW, c'est 28 centimorgane. Donc, il faut tenir compte de cela. Ce qui fait que, donc, on sait que pour représenter ça, bon, on va choisir une échelle. L'échelle qu'on a choisie, c'est 1 cm égale 4 centimorgane. Donc, la distance maintenant entre B et BG. Bon, ici, il y a une petite mise en forme, la mise en forme un peu ratée, quoi. Ce qui fait que pourquoi le BG et le BW sont collés. Mais en réalité, le BW doit être tout à fait à l'extrémité, côté droit. Donc, le BG doit être maintenant au milieu, là, à l'intersection des deux flèches. Donc, on a le BG. Maintenant, en tenant compte de l'échelle, 1 cm égale 4 cm, on va compter presque 4 cm. Et on décale légèrement vers la droite pour pouvoir représenter la distance de 17 centimorganes, qui sera la distance entre le B et le BG. Pour le BGW, ce sera 28. On fera la même chose. On représente 28 en tenant compte de l'échelle. Et maintenant, la distance maintenant entre le B et le BW sera de 45, c'est-à-dire la somme des deux. Voilà, donc si on demande de représenter, comment on peut représenter une carte factorielle. Donc, il faut tenir compte des pourcentages de recombinaison, les traduire en centimorgane et choisir une échelle si on ne nous a pas donné une échelle. Et voilà, donc en conclusion, par rapport donc aux lois de Mendel, il y en a trois. La première loi de Mendel, c'est la loi qui parle d'uniformité des IB de la F1. Et donc, que lors du croisement de deux lignées pures qui diffèrent par un ou plusieurs caractères, la première génération filiale, qu'on note F1, est uniforme et présente le phénotype dominant ou parfois intermédiaire dans le cas d'une codominance. Et la deuxième loi de Mendel, c'est la loi de la pureté des gamètes. Lors de la formation des gamètes, les deux allèles d'un gène se séparent de manière égale, de sorte que chaque gamète ne reçoit qu'un seul allèle. On ne peut pas avoir deux allèles différents dans un même gamète. C'est ça qu'on appelle la loi de la pureté des gamètes. Et la troisième loi, également, on l'a vu, c'est la loi de ségrégation indépendante des allèles. Donc, pour deux gènes situés sur des chromosomes différents, les allèles de chaque gène se séparent et se combinent indépendamment les uns des autres lors de la formation des gamètes. Donc, voilà en gros ce qui était donc plus ou moins prévu aujourd'hui. Donc, on a essayé de rester donc dans les temps pour présenter les fondamentaux donc, de l'hérédité, les principales donc, lois de Mendel, donc appuyées par des exercices sur le monohybridisme, sur le dihybridisme, avec donc les différents cas qu'on a observés. Voilà, c'était ça. J'espère que cette synthèse a été à la hauteur de vos attentes. Nous vous remercions vraiment pour votre attention. Le Merci, merci, modérateur, je merci vous donne la parole. beaucoup, M. Sam. Merci beaucoup, M. Sam, pour cet exposé clair, hein, et passionnant, comme l'a si bien dit tout à l'heure en message Madame Fala. Donc, ça a été très clair et passionnant sur l'hérédité. Maintenant, il y a sans doute des notions qui ont été interpellées euh, ou bien qui ont attiré notre attention, en particulier pour les élèves de terminale en pleine révision. Donc, vous allez me permettre juste de relancer un peu la discussion, juste pour 5 ou 10 minutes, permettant aujourd'hui de revenir sur certains concepts, aussi permettant aux élèves aussi de poser certaines questions, juste entre 5 et 10 minutes. Donc, M. Sam, sinon, bon, moi, je vais essayer de vous poser, bon, j'ai vu que vous avez parlé de test cross. Donc, en parlant de test cross, donc moi, la question que je vais poser, c'est, vous avez évoqué le test cross qui peut parfois paraître un peu théorique. Pouvez-vous nous expliquer simplement à quoi sert et dans quel cas on l'utilise, le test cross? À quoi sert-il? Merci, modérateur Kaïdou, pour la question. Bon, en réalité, le test cross, c'est pour pouvoir vérifier le phénotype d'un individu dont on connaît le phénotype, mais le phénotype il est dominant, mais dont on ne connaît pas le phénotype. Voilà. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple par exemple, des souris grises. Et pour illustrer ça, bon, on a par exemple dans l'élevage, une souris grise s'est échappée.
Donc, en regardant la souris, on sait qu'elle est grise. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quel est son génotype, c'est ce qui se trouve à l'intérieur des génotypes, qui Mhm, détermine le phénotype. Ce génotype-là, on ne le connaît pas. Maintenant, on sait qu'elle elle est grise, mais on ne sait pas si elle est grise de race pure ou elle est grise hybride. Pour cela, mhm, maintenant, on va prendre cet individu qu'on appelle l'individu à tester et on va mhm. le tester avec un testeur. Le testeur Ok. sera de phénotype récessif pour Mhm, ne pas pouvoir influer. Voilà. Maintenant, si, par exemple, dans le cas de la souris, là, si on obtient que des souris qui sont grises, là, on peut dire qu'ils sont 100% des souris grises, on peut dire qu'ils sont de race pure. C'est-à-dire que donc, les souris qu'on a testées n'ont fourni qu'un seul type de gamète, qu'un seul type d'allèle. On peut dire gamète également, pourtant le G, et l'autre a donné D. Quand on les combine, donc là, on a des souris qui sont grises, comment dire, grises de race pure. Maintenant, lorsqu'on obtient maintenant des proportions de 50%, là, on peut penser que la souris qu'on a testée était hybride. C'est-à-dire donc, elle est de génotype GB. C'est pour ça qu'elle a donné deux gamètes. On a l'allèle G et l'allèle B. Donc, en résumé, test cross, mhm. c'est pour pouvoir simplement, à un individu qui a un phénotype dominant, pour pouvoir vérifier quel est son génotype. C'est simplement ça. Et pour cela, on va le tester avec un individu qui est récessif. C'est valable dans le cas d'un monoïdisme comme dans le cas d'un dihydrisme. Mhm. C'est clair, hein, je crois, c'est clair. Merci beaucoup. Sinon, juste hein, une autre question. Cette fois-ci, juste, quels sont les pièges classiques que rencontrent les élèves lorsqu'ils abordent soit un exercice de test cross, un devoir ou à l'examen du bac? Répétez la question. J'ai dit piège. C'est-à-dire, je disais, bon, quels sont les pièges classiques, Mhm, c'est-à-dire les pièges récurrents que les élèves rencontrent mhm. lorsqu'ils abordent un exercice de test cross, un devoir ou à l'examen? Bon, disons que ce n'est pas un exercice de test cost, donc un exercice de génétique de façon générale, quoi. Mhm. Voilà. C'est Parce tout. que test cost, c'est un cas particulier, c'est une question dans un exercice souvent. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, un exercice génétique, bon, il faut lire. Première chose, il faut prendre le temps de bien lire parce que souvent, les exercices qu'on donne se rapportent à des choses qui ont été vues en classe. Et les proportions qu'on a rappelées là, ça, il faut les connaître. Donc, les lois de Mendel, pour pouvoir donc les connaître, la première loi sur la l'unité des hybrides, la F1, on a croisé des parents, on obtient 100% d'individus identiques entre eux. Donc là, on peut remonter pour dire que les parents étaient de race pure et que la première loi de Mendel est vérifiée. Donc ça, il faut Mhm. connaître. Bon, ensuite, tout à l'heure, j'ai expliqué le cas d'un croisement et du croisement réciproque. Lorsque les résultats diffèrent, là, Mhm. sans se tromper, on peut penser à une hérédité liée au sexe. Ça, c'est Mhm. des astuces que l'élève doit connaître. Bon, Mhm. ensuite, la ségrégation indépendante des allèles par rapport donc surtout dans le cas des gènes indépendants. Là, il faut donc pouvoir écrire les génotypes. Ensuite, l'écriture des génotypes, c'est important également. L'écriture des génotypes. L'écriture des génotypes, c'est important. Voilà. Ensuite, les gènes peuvent être liés. On a vu tout à l'heure que les gènes peuvent être liés totalement. Donc, avec les proportions qui sont obtenues en FM2, c'est de 50% de chaque phénotype parental. Ça également, l'élève doit pouvoir connaître. Lorsque les gènes sont liés de façon partielle, là, on a quatre phénotypes. Et les phénotypes qu'on obtient, c'est des phénotypes parentaux majoritaires et des phénotypes minoritaires. Les résultats, ce qu'on a fait en classe, on peut avoir des résultats. Dans le cas, par exemple, d'un examen, on peut avoir des résultats plus ou moins différents. Mais quand même, on doit entrer toujours dans ces quatre phénotypes avec deux phénotypes parentaux et deux phénotypes minoritaires. On peut ne pas avoir les mêmes résultats qu'en classe, mais quand même comprendre que dans le cas, par exemple, d'une lésion partielle, partielle, on a donc quatre phénotypes qui sont donc non équiparables à un quart, et que donc on Mhm. aura donc des phénotypes majoritaires et des phénotypes minoritaires. Ce qui nous va nous amener là à pouvoir même représenter la 4 factorielle parce que les gènes étant liés, donc sont portés par les mêmes chromosomes, on va pouvoir donc les représenter sur un même chromosome pour pouvoir montrer la distance euh, qui sépare les gènes au niveau donc, de ce chromosome. Donc, en résumé, dans le cas d'un exercice de génétique classique, donc il faut lire, connaître les Mhm. proportions et savoir également les utiliser
mais ne pas vouloir coûte que coûte prendre aux proportions et essayer donc de calquer ça dans un exercice. Ça, il faut bien comprendre les proportions et savoir les utiliser dans les exercices. Et parfois, bon, dans le cas du bac, bon, il faut donner des exercices où il y a parfois des exceptions. Donc, là, en tout cas, il faut prendre le temps de bien lire et utiliser les connaissances en classe pour essayer de les mettre en pratique dans le cas de la résolution de l'exercice. Ok. Merci beaucoup. Sinon, je rappelle toujours hein, que les élèves peuvent poser des questions, hein. Au moins, il nous reste 5 minutes. Avec les 5 minutes, je crois bon, ils peuvent poser des questions. Sinon, bon, en attendant, le temps qu'ils posent des questions, toujours, hein, puisque l'objectif de ces synthèses, c'est d'aider aux élèves à mieux aborder les épreuves du bac. Donc là, M. Sam, en général, quelle est la principale erreur que font les élèves quand ils essaient d'utiliser maintenant les lois Mendel en exercice, par exemple? Bon, dans les erreurs, souvent, bon, parce que les élèves parfois sont très promptes à appliquer alors que, bon, ils n'ont pas pris la peine de bien lire pour pouvoir en réalité savoir, bon, qu'est-ce qu'on doit mettre, quelle est bon, en fait, pas de loi, mais en tant que tel, qu'est-ce qu'ils doivent écrire, qu'est-ce Mhm. qui est attendu d'eux. Voilà. Et donc, parfois, les résultats qu'on obtient, il est bon de vérifier. Ne pas rapidement aller vers, être très prompt à tirer des conclusions. Et tout à l'heure, comme on l'a vu, le fait de passer par des échiquiers de croisement permet de pouvoir vérifier les proportions qu'on a obtenues. Et si l'échiquier le montre, donc on peut remonter pour dire que, ah, voilà, les proportions qu'on a obtenues, les proportions qu'on a obtenues là, véritablement sont conformes aux proportions attendues au niveau de l'échiquier. C'est pour ça que, donc, qu'est-ce qui a permis cela? C'est la vérification par l'échiquier. Parfois, c'est cette vérification-là qui manque. Voilà. Et Ok. si on ne fait pas ce travail de vérification, souvent, donc, on passe à côté. Donc, l'exercice de génétique, souvent, on vous donne des résultats. Il faut maintenant voir à quoi riment ces résultats en faisant parfois donc, recours à des calculs statistiques, en faisant Mhm. recours également à l'échiquier de croisement pour voir est-ce qu'il y a une conformité entre les résultats qu'on nous a donnés et les résultats maintenant qu'on a obtenus nous, dans le calcul. Voilà, donc ça, c'est Ouais. important. Sinon, bon, cette fois-ci, bon, je vais cibler, je vais juste cibler, c'est-à-dire, si nous prenons le cas aujourd'hui des candidats ou bien des élèves euh, qui sont en difficulté, par exemple. Aujourd'hui, avez-vous des astuces ou bien un moyen mémotechnique pour ne pas se perdre, par exemple, dans les génotypes et les phénotypes, par exemple? Bon, vous savez, c'est pas très compliqué. Ça, j'ai expliqué ça. Bon, il est préférable, quand on écrit des génotypes, Mhm. d'utiliser les fractions. Des fractions, Voilà, d'abord. les fractions. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus visible et il y a moins d'erreurs possibles lorsqu'on va faire les croisements. Et même ça Mhm. peut vous aider lorsqu'on vous demande de faire une interprétation chromosomique. Parce Mhm. qu'on peut le donner. Parce que si on demande aux élèves l'interprétation chromosomique, les élèves se perdent. Voilà, ils se perdent. Alors que, bon, c'est cette représentation génotypique-là qui, en fait, permet de faire cette représentation chromosomique. Voilà, c'est pas compliqué. Par exemple, dans le cas des gènes indépendants, tout à l'heure, j'ai donné le couple d'allèles AA, A grand A, petit a, grand B, petit, Mhm. t, petit b. Mhm. Donc, pour l'écriture génotypique, parce que les gènes étant indépendants, on va écrire grand A sur petit a, donc Mhm. en les séparant, et ensuite grand B sur petit b. Et donc, Mhm. là, si on devait faire une représentation chromosomique, ce serait simple. On écrit un trait sur lequel on va mettre maintenant le grand A. On est trait, on va mettre sur le petit a pour montrer que ça se fait face à face. Ensuite, on met un trait porté le petit grand B et un autre trait, on met petit b. Mhm. Maintenant, dans le cas des gènes liés, là, je l'ai Mhm. montré, les gènes là, les allèles sont portés par le même chromosome. C'est pour cela qu'on a Mhm. mis tout à l'heure grand A, grand B. Après, on met un trait carrément, une barre pour séparer. Ensuite, on met petit a, petit b. C'est pour montrer que les deux là sont portés par le même chromosome et les deux sont portés par le même chromosome. Et donc, ici, dans le cas d'une interprétation chromosome, on va mettre donc une barre et on va mettre grand A là-bas, un grand B encore. Ce qui donc, on va avoir grand A, grand B sur la même barre et petit a, petit b sur la même barre. Et donc, vous voyez que donc, l'écriture génétique permet de pouvoir mieux comprendre. Et si on l'écrit maintenant de façon, par exemple, juxtaposée là,
Par exemple, on Mhm. met A, grand B, petit b. Là, bon, l'élève peut se perdre lorsqu'il fait donc le calcul ou les justifiés de croisement. Ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sinon, juste bon, avant de se dire au revoir, donc quel est votre dernier mot? Bon, un dernier mot, bon, souhaiter une bonne chance hein, à tous les candidats qui Merci. nous ont suivis et ceux qui n'ont pas pu nous suivre, bon, quasiment à tous les candidats donc, au bac de cette année. Et vous savez que, bon, que ce soit des candidats au bac scientifique ou au bac littéraire de façon générale, bon, le bac, bon, c'est un diplôme, on dit c'est un diplôme social, le premier diplôme, parce que quand vous faites le bac, il y a une pesanteur sociale. Quasiment tout le quartier est au courant du fait que vous faites le bac. Et si vous savez bien, quand vous réussissez, si vous passez à l'université, tous les examens que vous faites à l'université, quasiment vous passez inaperçus. Les gens ne prêtent même pas attention à les examens que vous passez. C'est pour donner, c'est pour montrer la dimension particulière du bac. Et c'est cette pesanteur-là, ce stress-là, cette angoisse qui font que parfois les élèves vont quasiment, ils donc échouent. Quoi. Maintenant, bon, moi, je le dis donc, de bien gérer le stress. Ensuite, d'observer scrupuleusement les, les, bon, les recommandations de l'Office du bac. On a demandé, on l'a redit, de ne pas aller au centre avec le portable. Même, bon, portable éteint, bon, ça peut être une suspicion. Donc, laissez le portable. Vous avez appris pendant 9 mois, bon, quasiment tout est dans la tête. Il faut maintenant vous reposer, et savoir bon, allier les deux, travail et repos. Et maintenant, et le jour J, maintenant, bon, mettre tous les atouts de votre côté. Inch'Allah, je pense que tout ira bien. En tout cas, on vous souhaite tous les meilleurs du monde. Voilà. Merci beaucoup, M. Chersam. Donc, juste bon, pour résumer votre dernière intervention, c'est-à-dire, moi, je vais le résumer en 3 mots. C'est repos, travail, repos, respect. C'est-à-dire, respect, quand je dis respect, c'est respect des consignes que l'Office du bac a mis sur place. Donc, c'est ça qu'on demande à tous les candidats et autres. Sinon, merci beaucoup à vous, M. Chersam. Je crois qu'il y a un peu... non, ok, c'est que ça là. Il dit c'est ça que c'est ça le président de jury qui parle. Très bien. Donc, j'oublie, hein, j'oublie aussi, Cheikh Sam aussi est souvent président de jury. Très bien. Donc, il faudra respecter ces consignes-là, Monsieur le C'est Président. bon. OK. Sinon, merci beaucoup, hein, merci beaucoup, Monsieur Merci. Cheikh Sam, Le plaisir est partagé. pour l'éclairage précieux sur l'hérédité et merci aussi à vous toutes et à tous qui nous avez suivis avec attention. J'espère que ces échanges ont permis de rendre plus claires certaines notions et qui vous seront utiles pour vos révisions. Et n'oubliez pas hein, de comprendre que l'hérédité, c'est aussi mieux comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Bon courage et à tous les candidats et à très bientôt pour de nouveaux échanges scientifiques. Et j'espère que bientôt, ça sera pour les maths et autres. En attendant, nous demandons aux élèves de rester connectés parce que demain, c'est autour de la philosophie. On reviendra donc avec la philo et je vous demande encore de vous connecter et ces synthèses sont faites pour vous et ces synthèses sont faites pour vous aider. Donc, connectez-vous et posez, participez. N'hésitez pas à poser vos questions et ça, c'est ce qui va rendre les choses encore plus attractives et plus intéressantes. Sinon, merci beaucoup à tout le monde et on se dit à demain, Inch'Allah. Allez, bye bye.